Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Sans plus tarder, je vais quand même introduire le webinaire de ce mardi qui est animé, et je leur en remercie, par deux collègues de l'EHESP, de SHS, Bueno et Noémie Rapenjo. L'une et l'autre, elles ont beaucoup de points communs parce qu'elles appartiennent donc au département SHS. Marie, ingénieure de recherche, Noémie, enseignante-chercheuse, docteur en géographie. Elles sont aussi membres du réseau Corasie et affiliées avec, pour Noémie, le fait d'être aussi associée en tant que géographe à l'UMR ESO de Rennes 2. Je signale, parce que c'est toujours important les publications et surtout la publication d'une thèse, que Marie Queneau nous propose une thèse publiée aux presses de Paris-Nanterre intitulée Des participations héroïsées, le handicap dans les séries animées télévisées pour enfants. Alors ça se passe en France de 1993 en 2008. Donc je vous invite à peut-être découvrir aussi ce travail qui est toujours un travail intéressant puisque la thèse, c'est à la fois un moment important pour la recherche et le chercheur, mais aussi un moment où bien souvent, sur un sujet un peu inédit, se produit, je dirais, des nouvelles connaissances et un nouveau savoir. Mais sans plus tarder, je vais laisser nos deux intervenantes produire leur intervention. Je rappelle, alors d'ailleurs j'ai une slide pour me le rappeler aussi, que cette cette session est bien enregistrée et elle sera visionnable sur la chaîne YouTube dont il faut faire publicité. Et surtout, si vous avez des réactions, des questions, là toujours, il existe un espace qui s'appelle questions-réponses. Je l'ai trouvé. Au début, je ne l'avais pas trouvé, mais ça y est, je l'ai trouvé. Donc, on retrouve un peu comme sur Zoom les mêmes fonctions. Et c'est dans cet espace-là que je pourrais relayer les questions ou alors les intervenantes d'elles-mêmes peuvent aussi se saisir des questions qu'elles verront dans cet espace-là. Donc, je laisse tout de suite la place à nos deux intervenantes pour une quarantaine de minutes et ensuite on passera au dialogue avec les participants. Merci beaucoup Sylvie pour cette présentation et merci pour cette opportunité de présenter les résultats de cette recherche par accès. Donc je suis Marie Queneau. On va présenter avec ma collègue Noémie Rapenio, on va faire cette présentation à deux voix, mais on prend la parole au nom d'un groupe de recherche qui est associé à cette recherche par accès. Donc pour commencer, quelques éléments de contexte concernant cette recherche. Elle s'inscrit dans le cadre des assises régionales de l'accessibilité qui ont lieu en Bretagne depuis 2021, donc qui se centre sur ce grand sujet de l'accessibilité. Et un des volets de ces assises, c'est d'approfondir la connaissance des usages, des besoins, des adaptations nécessaires en termes d'accessibilité sur ce territoire breton, pour commencer, on va dire. Et donc le comité de pilotage de ces assises a souhaité adosser une démarche de recherche participative à ces assises, ces ARA. On appelle ça ARA. ARA. Donc, un groupe de recherche est constitué dans ce cadre. Il est composé de représentants de personnes handicapées, professionnels du médico-social et de chercheuses en sociologie et en géographie sociale. Les résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui correspondent à un premier volet seulement de cette recherche sur l'accès aux droits et aux services administratifs pour les personnes handicapées, qui a été financé par la région Bretagne. Pour vous éclairer
sur la manière dont on aborde cette dimension du handicap, quelques mots. Donc, on a adopté un regard sur le handicap à travers ce qu'on appelle un modèle systémique du handicap, tel qu'il est mis en avant, par exemple, dans la CIF, la classification internationale du fonctionnement de l'OMS, et qui permet de ne pas s'intéresser seulement aux caractéristiques individuelles des personnes, mais d'aller interroger l'impact des environnements sur les situations que vivent les personnes. Quand on dit environnement, ici, c'est à la fois des environnements techniques, des environnements humains, naturels, les attitudes des personnes de l'entourage, au sens large, et puis des environnements au sens macro du terme, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux politiques, réglementations, services qui existent autour d'une personne et qui peuvent être soit facilitateurs, soit obstacles. Pour vous donner donc une approche... Pardon. Plein écran, s'il vous plaît, le diapo. L'écran, là? Là, on n'est pas en plein écran. Est-ce que vous pourriez le passer en plein écran? En bas, là. En bas, vers là où il y avait le plus et moins, tout en bas. Voilà. C'est en plein écran, là? Merci. Ouais, nickel. Merci. Okay. Du coup, moi, je ne vous vois plus, par contre. Mais... Oui, mais on pourra suivre ce qui se passe. Moi, je te vois. Enfin, voilà, je vois les autres aussi. Merci. Si tu peux passer à la diapositive suivante, Noémie. Voilà, merci. Là, vous avez la liste des personnes qui font partie de ce groupe de recherche, donc, qui est piloté par Eugénie Terrier, qui travaille à Ascoria, dans l'équipe de recherche d'Ascoria. Et comme vous voyez, vous avez des représentants d'associations, d'établissements sociaux, médico-sociaux, donc professionnels, chercheurs et personnes handicapées réunis dans ce groupe de recherche. On s'intéresse donc ici à l'accès aux services et aux droits, et en particulier dans leur dimension sociale et spatiale. Donc, quelques éléments un peu pour documenter les enjeux autour de ce sujet. Malgré le fait qu'il y a une mobilisation accrue de l'approche par les droits humains ces dernières années, ces dernières décennies, plusieurs auteurs ont bien documenté le fait que l'effectivité des droits restait fragile. On peut se référer aux travaux d'Anne Revillard, de Pierre-Yves Baudot et d'autres aussi. D'un autre côté, vous avez un rapport du Défenseur des droits qui date de 2022 qui montre que 60% des démarches administratives en ligne restent non accessibles malgré des politiques de mise en accessibilité qui sont maintenant anciennes pour certaines. Les prémices des politiques d'accessibilité, c'est à partir des années 70. Voilà, donc il y a les textes sont là, mais les 60% des démarches administratives restent non accessibles, alors que les personnes handicapées ont besoin de faire des démarches administratives pour obtenir des droits. On précisera un peu ce qu'on entend par ça tout à l'heure. Vous avez aussi des auteurs qui documente le fait que les pratiques professionnelles, organisationnelles sont différenciées selon les territoires. Eugénie notamment et Eugénie Terrier et puis Noémie Rappeneau ont travaillé sur ces sujets-là. Et on s'est aussi intéressé dans cette recherche aux travaux de Clara Deville qui a travaillé plus spécifiquement sur l'accès au RSA et qui pointe les inégalités socio-spatiales comme un facteur structurant de ce qu'elle appelle les chemins du droit.
Donc, pour vous donner quelques éléments, hein, de quelques concepts qui cadrent notre approche. Diapositive suivante. L'objectif principal de cette recherche, c'est donc de mieux connaître et comprendre les parcours d'accès aux services et aux droits des personnes handicapées. Je reviendrai tout à l'heure sur cette notion de parcours d'accès. Donc, il s'agit de comprendre ce que vivent les personnes quand elles demandent des aides à la et à la CAF, la caisse d'allocation familiale. Donc, ça peut être une allocation, obtenir une place dans un établissement socio-médico-social, bénéficier d'un service d'accompagnement, hein, par exemple. Et puis, comme je vous le disais, cette recherche est adossée aux assises régionales de l'accessibilité. Il y a aussi une finalité qui est destinée à former, sensibiliser, en tout cas, des professionnels, des décideurs, décideuses, à partir des expériences des personnes concernées. Donc, un objectif plus applicatif, on va dire. Donc, à partir de là, cette notion de parcours d'accès, on l'a définie en rapport avec des travaux, en particulier en géographie de la santé. Donc, ça désigne l'ensemble des étapes qu'une personne franchit ou ne parvient pas à franchir pour accéder à un service ou à un droit. Donc, ça va de l'identification d'un besoin à l'obtention d'une aide, hein, que ce soit service, allocation, prestation, etc. Donc, nous, dans notre recherche, on a recueilli des données sur ce sujet-là en adoptant une méthodologie qualitative. On a recueilli des discours, en fait, sur les parcours d'accès, hein. Il y a certaines recherches et ça fait partie d'un volet qu'on va mettre en place bientôt qui s'intéresse à l'observation en direct de parcours d'accès. Mais donc, dans ce premier volet, c'est recueillir des discours sur les parcours d'accès. On a mené donc des entretiens collectifs au tout début de la recherche avec un public assez varié et puis 24 entretiens individuels auprès de personnes travaillant dans 2 ESAT. Donc, les ESAT, c'est établissements et structures d'aide par le travail. Ces 2 ESAT sont situés dans 2 régions différentes, mais à chaque fois dans des milieux ruraux. Et donc, il y en a un qui, en particulier, est situé dans une zone qui est limitrophe d'une autre région, hein, pour tenir compte du fait que on sait que le découpage administratif peut rendre encore plus complexe certaines démarches. Donc, c'était pour essayer de prendre en compte cette dimension. Interroger sur les parcours d'accès à la MDPH et à la CAF. Et Noémie va vous présenter les résultats juste après, mais il nous semblait intéressant de vous donner quelques précisions sur l'aspect participatif de cette recherche, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est une recherche à visée participative. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cadre-là? Eh bien, les membres du groupe de recherche ont participé à la formulation des questions qu'on a finalement utilisé dans nos entretiens. Ils ont participé aussi à l'analyse de ces entretiens, à la préparation de la présentation des résultats, et donc certains ont participé à la restitution des résultats. Et puis d'autres personnes handicapées, donc qui ne font pas strictement partie de ce groupe de recherche, ont participé aussi à la formulation des questions qu'on a utilisées dans les entretiens. Elles ont été donc interviewées elles-mêmes et puis elles ont aussi pu donner leur retour pour préparer la restitution des résultats, notamment aux assises régionales de l'accessibilité de cette année qui ont eu lieu le 5 juin. Ensuite, quand on dit recherche participative, eh bien,
ça nécessite aussi de s'interroger sur l'accessibilité de la recherche elle-même. Donc, quelques mots sur cette dimension. On a travaillé sur l'accessibilité de la recherche dans au moins 3 étapes. Donc, lors des réunions de travail qu'on avait, on a eu la chance d'avoir un conseiller en accessibilité qui était autour de la table, qui a pu mettre en place une boucle magnétique et une retranscription en direct de nos échanges. Donc, ça nécessite un petit apprentissage, mais on a fonctionné comme ça, avec ce matériel-là, pour que tout le monde puisse participer dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, au moment des entretiens individuels, on a travaillé aussi l'accessibilité en formulant les questions des entretiens en FALC, c'est-à-dire en facile à lire et à comprendre, une forme de langage simplifié pour que ça soit le plus compréhensible possible par le plus grand nombre de personnes. On a également travaillé tout l'amont de la recherche, puisque quand on passe un entretien, il faut recueillir le consentement des personnes, présenter la recherche. Là aussi, on a formulé les choses en facile à lire et à comprendre. On a utilisé aussi, autant que de besoin, des pictogrammes, des émoticônes qui nous ont aidés dans la communication. Et puis, dernier exemple de travail sur l'accessibilité, on a expérimenté en fait une co-analyse des entretiens en mettant en place des binômes mixtes, dans le sens, c'est pas des binômes où il y a que des chercheuses, c'est à la fois une chercheuse et puis soit un professionnel, soit une personne handicapée, pour finalement initier un petit peu des non-chercheurs à ce que c'est que d'analyser des entretiens. Par exemple, il y a eu, en termes d'accessibilité, une aide à la prise de notes qui a été mise en place. Voilà, on pourra vous donner d'autres exemples si vous souhaitez au moment des questions. C'était pour vous décrire la dimension participative et le travail sur l'accessibilité qu'on a mis en place dans le cadre de cette recherche. Je laisse la parole maintenant à Noémie Rappegnot qui va vous présenter nos résultats. Merci. Marie. Donc, avant de vous présenter les résultats, on voulait vous présenter les dimensions qu'on a pris en compte pour analyser les types d'accès. Donc, d'abord, on a regardé si les personnes avaient une protection juridique ou non, donc si elles étaient sous tutelle ou sous curatelle. On a aussi pris en compte le degré de connaissance des procédures administratives, donc les procédures d'obtention des aides venant de la MDPH et ou de la CAF. On a aussi tenu compte du niveau de participation dans le processus, donc à quel moment les personnes participaient aux procédures administratives. On a pris en compte aussi les lieux où le soutien est apporté. Donc ça pouvait être soit dans les administrations elles-mêmes, mais ça pouvait aussi être dans des structures médico-sociales, donc à l'ESAT, au siège du SAVS ou encore au domicile des personnes. Ça nous a paru aussi important de tenir compte de la satisfaction qui concernait le niveau de participation aux démarches des personnes. Donc, est-ce qu'elles étaient satisfaites de la façon dont ça se déroulait ou est-ce qu'au contraire, elles auraient aimé plus participer, moins participer ou que ça se déroule autrement? Il nous a semblé aussi extrêmement important de prendre en compte la façon dont les personnes utilisaient les outils informatiques, donc notamment si elles étaient à l'aise avec l'utilisation des outils informatiques ou non, donc notamment dans le cadre d'une numérisation importante en ce moment des services administratifs. Et puis, on a l'autonomie ou l'indépendance dans d'autres activités
que les activités professionnelles, donc les activités de loisirs, de déplacement. Ça nous a paru important aussi d'en tenir compte pour dresser les profils, parce que en fait, ça nous a permis d'affiner un petit peu les degrés d'autonomie, d'indépendance et de responsabilité qu'assumaient les personnes rencontrées. Et puis, on a pris en compte aussi le niveau de critique sur les administrations. Donc, certaines personnes étaient critiques sur les administrations et d'autres l'étaient moins, d'autres se l'autorisaient moins. Donc, on a aussi été attentive à ce critère. Et enfin, on a été attentive à la capacité des personnes, aux capacités des personnes, que ce soit, alors soit ce qu'elles nous exprimaient, quand elles nous disaient, par exemple, ne pas être à l'aise à l'écrit, avoir des difficultés de mémorisation, d'audition, mais aussi, on a aussi tenu compte de ce qu'on pouvait voir en situation d'entretien, notamment la confiance en soi, la gestion des émotions. Et donc, on a tenu compte de ces capacités. De manière générale, c'est important de préciser qu'aucune des personnes interrogées n'a décrit qu'elle n'avait jamais eu recours à un tiers. C'est-à-dire que, au minimum, la première fois, lorsqu'elles ont dû effectuer une démarche pour la première fois, elles ont dû faire appel à une personne pour les accompagner dans cet apprentissage. Et il nous semble aussi important de rappeler que ce sont avoir recours à la CAF, à la MDPH, c'est effectuer des démarches administratives complexes, qui ont été conçues de manière complexe et qui sont pas toujours faciles à comprendre. Et donc, à partir de ces différents critères, on a pu distinguer 4 grands types d'accès aux démarches administratives parmi les 24 personnes enquêtées. Et donc, ces grands types d'accès, donc c'est l'accès autonome, l'accès accompagné, l'accès difficile et l'accès éloigné. Et donc, je vais vous détailler maintenant ces 4 grands types d'accès en vous donnant un exemple de personnes correspondant à chaque grand type d'accès et puis en revenant sur les caractéristiques communes à chaque profil. Donc, dans l'accès autonome, on a pris l'exemple de Raymonde, qui a 48 ans, qui était sous protection, mais qui ne l'est plus. Donc, Raymonde, elle a une bonne connaissance des étapes administratives à suivre. Elle fait elle-même ses déclarations trimestrielles avec l'application de la CAF, elle nous dit qu'elle trouve très bien. Donc, elle nous dit, et puis tous les 3 mois, je fais une déclaration pour pension d'invalidité, tous les 3 mois aussi avec la CAF. La CAF, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas du tout. L'application de la CAF, elle est vraiment très, très bien. Et du coup, avant, j'allais à la maison des services publics parce que je n'ai plus d'ordinateur. Et puis, je me suis aperçue en fait que sur mon portable, je pouvais tout faire. Quand elle a une question pour faire une démarche, que ce soit pour la première fois ou s'il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas, elle n'hésite pas à demander de l'aide à des professionnels et à aller à la maison des services publics qui est près de chez elle. Et donc, elle nous dit que cela lui permet de ne pas stresser pour les démarches. Elle exprime aussi un mécontentement du fonctionnement de la MDPH, car elle explique que c'est impossible de les avoir au téléphone. Donc, elle nous dit par contre, par téléphone, maintenant, j'ai fait une visio parce que j'ai pas eu le choix. À la maison des services publics, parce qu'il n'y a plus moyen de les avoir. J'ai dit, mais comment ça se fait? Avant, on arrivait à vous avoir, j'ai dit à la dame. Maintenant, on peut même plus vous avoir. J'ai dit 3 fois 20 minutes et on les a pas. Ils nous font patienter et puis, en fait, il y a trop de monde à appeler. Mais ils nous disent que maintenant, il n'y a plus de personnel au niveau du département. Et maintenant, c'est orienté à, je sais plus où que c'est orienté. En fait, ils ont plus, et en fait, donc on n'arrive plus à les avoir. Donc, elle explique bien qu'elle a du mal à avoir les administrations au téléphone. Mais globalement, elle exprime une satisfaction vis-à-vis des démarches, vis-à-vis de la façon dont elle les effectue. Et elle se dit autonome, satisfaite d'avoir une autonomie pour gérer ces démarches administratives. Et donc, dans l'accès autonome, on retrouve des gens qui ont le profil de Raymonde.
Ils ont un niveau de connaissance relativement avancé des étapes à suivre, des démarches et des administrations. Ils ont un vocabulaire assez précis, donc ils connaissent les noms de la CAF et de la MDPH. Ils savent expliquer ce que sont ces administrations. Ils associent la CAF et la MDPH à certaines démarches. Ils savent situer géographiquement la CAF et la MDPH et ils connaissent aussi les applications numériques correspondantes. Ils font le suivi des différentes étapes du processus administratif par eux-mêmes et quand c'est nécessaire, ils n'hésitent pas à demander un soutien. Ils peuvent aussi avoir un regard critique sur certaines administrations, comme on l'a vu avec Raymond. Ces personnes, elles savent aussi c'est qu'elles sont capables d'apprendre, elles connaissent leurs limites et elles n'hésitent pas à demander de l'aide quand nécessaire. Elles possèdent aussi toutes une voiture ou une voiturette et donc elles ont la possibilité de se déplacer jusqu'aux administrations. Donc souvent, cet accès autonome, il se fait au sein des administrations ou pour les personnes qui sont plutôt à l'aise avec le numérique, elles se font sur Internet. Et globalement, ces personnes sont satisfaites de la manière dont elles gèrent les démarches. Le deuxième accès, c'est un accès qu'on a appelé accompagné. Et donc là, on va vous donner l'exemple de Damien, 20 ans. Donc Damien, il est accompagné dans ses démarches par son père. Donc son père, c'est son curateur. Et son père, lui-même, il se repère assez bien, quoi. Il a des compétences et il arrive à gérer les papiers. Et puis, il est aussi accompagné par des professionnels de l'ESAT et ou du SAVS. Il connaît moyennement les administrations. Il est peu précis quand il parle de la CAF et de la MDPH. Il n'a pas le permis et donc c'est son père qui l'accompagne dans les démarches quand il faut se rendre dans les administrations. Il va sur l'application de la banque et il participe à d'autres activités de loisirs. Donc il fait du football, du yoga. Il aime bien se promener, quoi. Il a une activité, il a une vie riche en dehors du travail. Il nous exprime qu'il a parfois ressenti de la colère dans des situations d'attente vis-à-vis des réponses de la MDPH, mais globalement, il est satisfait. Il souhaite rester accompagné car il ne se verrait pas suivre cela de manière autonome. Il dit que pour l'instant, cela le stresserait trop, mais il nous dit aussi qu'il n'a que 20 ans et que cela pourra évoluer dans le temps. Au niveau des personnes qui ont un accès accompagné, donc elles sont toutes sous protection juridique, mais très soutenues par leurs proches. Elles ne sont pas sous protection juridique, contrairement aux profils qui vont arriver. Donc elles ne sont pas sous protection juridique pour la plupart, mais quand elles ne sont pas sous protection juridique, elles sont très soutenues par leurs proches, donc souvent leur mère ou leurs frères et sœurs. Et celles qui sont sous protection juridique vont avoir leurs parents comme mandataires. Elles vont avoir souvent un niveau moyen de connaissance. Elles vont connaître les acronymes de la MDPH et de la CAF, mais elles ne vont pas savoir décrire de manière précise le nom des aides délivrées par ces administrations. Les parents, ils vont avoir une prise en charge constante des questions administratives. Les personnes, elles expriment aussi une peur associée aux administrations. Elles expriment notamment une crainte des réactions vis-à-vis des personnels des administrations, le peur de ne pas être comprise, de ne pas elles-mêmes comprendre. Mais elles réalisent donc toutefois certaines démarches, comme par exemple la prise de rendez-vous chez le médecin. Donc à la MDPH, il faut un certificat. Pour certaines démarches, il faut un certificat médical et donc prendre rendez-vous chez le médecin. Et donc plusieurs de ces personnes réalisent cette démarche seules. Elles décrivent aussi des activités autres que professionnelles réalisées seules. Et pour la plupart, elles effectuent peu de déplacements, même si certaines ont une voiture ou une voiturette. Et en général, elles ne sont pas très à l'aise avec l'informatique. Mais globalement, elles sont satisfaites de la manière dont les démarches sont gérées. Le troisième type d'accès, c'est ce qu'on a appelé un accès difficile. Et donc là, on retrouve l'exemple de Bastien, de 31 ans. Donc Bastien, il vit dans un appartement dans une commune à 15 km de l'ESAT. Il aime bien cet endroit car il le connaît bien. Cela le rassure.
Il a une voiture et le permis. Il est sous curatelle simple depuis longtemps. Il explique que la curatelle lui dit ce qu'elle fait comme démarche, mais sans lui expliquer suffisamment. Au niveau des lieux de soutien, ça se passe au domicile, à l'ESAT ou au SAVS. Donc, il nous dit aussi qu'il a un rapport à l'écrit difficile et il semble avoir une certaine autonomie dans ses activités de loisirs. Donc, lui, il exprime clairement qu'il n'est pas satisfait de la façon dont se déroulent les démarches. Il aimerait en savoir plus. Il aimerait faire plus de démarches administratives par lui-même pour réussir à les réaliser seul par la suite. Il aimerait ne plus être sous curatelle, mais il a renoncé à demander la fin de la curatelle car il trouvait que cela était trop compliqué. Et donc ça en dit déjà beaucoup sur la complexité des démarches, puisqu'il n'a même pas entamé de démarche pour ne plus être sous curatelle. Et donc, dans l'accès difficile, les profils sont globalement assez hétérogènes. Toutes les personnes sont sous protection juridique, mais elles ont un niveau de participation et de connaissances très, très varié. Leur point commun, c'est de souhaiter participer plus et d'être mieux informées. Elles connaissent la CAF et la MDPH, mais elles sont connues de façon imprécise. Quand elles nous en parlent, c'est vraiment de façon imprécise. Et les lieux de soutien donc, sont le domicile, l'ESAT ou le bureau du SAVS. Ces personnes, elles se rendent jamais, voire rarement, au sein des administrations. Elles expriment un rapport compliqué à l'oral ou à l'écrit. Et alors certaines sont à l'aise avec l'outil informatique et d'autres moins et préfèrent utiliser le téléphone. Donc elles réalisent une critique discrète de la manière dont les démarches sont réalisées, mais de façon discrète. À souligner la participation dans ce type d'accès qui est relative aux démarches administratives. Elle contraste avec un fort investissement pour beaucoup dans d'autres activités. Par exemple, Lorenzo nous a longuement parlé de ce qu'il aimait, donc le théâtre, la musique, écrire des chansons. Patrick, une autre personne rencontrée, est très bricoleur, donc il a des compétences en mécanique. Il a contribué à aménager et à isoler une salle de pause au sein de l'ESAT. Et donc, certains d'entre eux ont le permis ou une voiturette. Et donc, dans le dernier profil, les personnes qui ont un accès éloigné. Et donc là, on a décidé de prendre l'exemple de Jordan, 26 ans. Donc, Jordan, il est sous curatelle depuis 1 an, mais il ne sait pas ce que sa curatrice fait comme papier pour lui. Il sait que ses parents font des papiers pour lui, mais il ne sait pas de quelle démarche il s'agit. Il dit que ses parents ne lui expliquent pas. Il nous dit aussi que les papiers, ça le stresse et il a peur de dire quand il ne comprend pas. Il a peur de demander de l'aide et il préfère ne rien dire. Il n'utilise pas Internet, il n'est pas à l'aise avec l'informatique, mais il fait quand même quelques démarches seul. Donc, par exemple, il a une carte bancaire qu'il sait utiliser et puis c'est aussi lui qui range ses fiches de paye. Lui, il est satisfait de ne pas avoir plus d'informations au sujet des papiers et des démarches administratives, car il dit que ça le stresserait trop et il est content que quelqu'un s'en occupe pour lui. Pour les personnes qui ont un accès éloigné, donc ce sont des personnes qui sont toutes sous protection juridique. Elles sont peu informées à propos des démarches administratives. Donc, elles vont avoir entendu parler de la MDPH ou de la CAF, mais elles vont avoir une connaissance parcellaire et approximative. Donc, par exemple, l'un nous évoque un salaire MDPH pour désigner la hache. L'autre, il nous dit « je suis MDPH pour une aide ». Une autre personne nous dit « la MDPH, j'ai entendu parler ». Je suis pas dedans, alors que c'est un travailleur d'ESAT et donc pour entrer en ESAT, il a dû avoir une orientation de la part de la MDPH.
Et un autre qui nous dit la CAF, c'est pour des papiers, pour signer des papiers, pour prendre rendez-vous, c'est pour des sous. Et donc, parmi les personnes rencontrées, il n'y a qu'une personne dans l'accès éloigné qui n'avait jamais entendu parler de la CAF et de la MDPH. En tout cas, elle nous disait que ça ne lui évoquait rien. Certaines participent également à une partie des démarches. Ici, c'est encore en prenant rendez-vous chez le médecin pour obtenir un certificat médical. Le lieu de soutien, il s'effectue majoritairement au domicile des personnes. Il peut être réalisé par le mandataire juridique ou par des professionnels de l'ESAT ou du SAVS. Et les personnes, généralement, quand elles vont avoir une question, elles vont solliciter majoritairement d'abord les professionnels de l'ESAT, car elles les connaissent mieux et les voient au quotidien. Globalement, elles ne souhaitent pas être plus informées et elles sont satisfaites vis-à-vis des soutiens apportés. En conclusion, pour ce qui concerne, donc on a vu que au niveau des allocations et des démarches administratives qui étaient destinées à des personnes handicapées, l'accessibilité était compliquée. Souvent, elle se fait de façon tardive et elle est souvent insuffisante. Ce défaut d'accessibilité, il constitue un obstacle à l'accès aux droits. Et on a essayé de voir sur 2 types d'environnements, donc les environnements numériques et les environnements humains, ce que ça supposait. Donc au niveau des environnements numériques, selon les personnes, ils peuvent être plus ou moins facilitateurs, selon à la fois le niveau d'équipement des personnes, selon aussi le niveau de formation des travailleurs des AT et suivant leur aisance avec les outils informatiques. Les environnements humains, globalement, ils sont très mobilisés, que ce soit les curateurs, les professionnels de l'ESAT, du SAVS ou les professionnels des administrations. Ils constituent un facilitateur, mais ils peuvent devenir des obstacles, notamment s'ils sont en nombre insuffisant. Et donc là, ça va poser la question de quels moyens supplémentaires sont nécessaires pour obtenir une meilleure qualité de service. Et puis, ils vont aussi constituer des obstacles pour certaines personnes si en fait elles sont dans un apprentissage réduit de l'autonomie, voire s'il n'y a pas d'apprentissage. Donc, si les environnements humains constituent une aide ponctuelle, mais sans que les personnes puissent apprendre à réaliser des démarches administratives. Et là, du coup, la question qui se pose, c'est comment renforcer les capacités des personnes via des environnements humains ou autres. Et puis, en perspective, on voulait vous présenter la 2e phase de la recherche, puisque là, on vous a présenté donc une première phase de la recherche qui a été financée par la région Bretagne et qui s'est terminée. Et donc, on va continuer la recherche sur les années donc 2025-2027 avec un financement IRESP. Et donc là, on est en train de définir les modalités de la recherche. On sait déjà qu'on va s'intéresser à des personnes qui ne sont pas en ESAT et qui ne sont pas suivies dans des établissements ou services médico-sociaux. Parce que ça nous paraît important, quand les travailleurs des AT, ils étaient faciles d'accès, faciles à repérer. Et ça nous paraît aussi important de réaliser ce même type d'enquête avec des personnes qui sont moins faciles à repérer et puis qui vont avoir un soutien moindre ou plus compliqué à solliciter, puisqu'ils vont pas être à proximité de professionnels du médico-social. Et puis là, on s'était focalisé dans le premier volet sur le milieu rural. Et là, il nous semblait important d'effectuer une comparaison urbain-rural, notamment pour voir si l'accès aux administrations était différent en milieu urbain.
Et donc, ça va être cette deuxième phase de la recherche, elle va être encore réalisée de façon participative avec les outils dont Marie a parlé. Et puis, on va essayer donc de ne pas être que dans le recueil de discours, mais aussi de chercher à comprendre les parcours d'accès des personnes, peut-être en les suivant dans leur parcours. Et on va réaliser un documentaire pour montrer ce que les personnes handicapées vivent quand elles font des démarches auprès des administrations. Et ce documentaire, il sera à la fois une base de discussion pour nous au sein de la recherche avec les personnes handicapées et les professionnels. Et puis, il pourra aussi être utile dans la suite de la recherche pour présenter les résultats de la recherche. Merci beaucoup. On est à votre disposition, Marie et moi, pour répondre à vos questions s'il y en a. Merci. Merci à vous deux. Je vois qu'il y a déjà une question, enfin même plusieurs questions d'Emmanuel Leray, mais je vais quand même profiter d'être un peu un peu être dans le commentaire. Pour surtout ajouter un petit peu, ma propre impression sur cette recherche. Je trouve que c'est très intéressant parce que vous avez aussi expliqué toute votre réflexion sur l'accessibilité de la recherche à ce type, on va dire, de population, comment on fait une démarche à la fois d'enquête qualitative en sciences humaines et sociales, tout en étant dans l'éthique et aussi dans la recherche d'une récolte de données, on va dire, optimale, mais respectant aussi les publics. Et je trouvais qu'effectivement, sur la santé publique, enfin, il y a vraiment un apport important de votre recherche, et y compris, alors moi, je parle aussi en tant que quelquefois enseignante, je pense que ce genre de recherche devrait être beaucoup plus diffusé, notamment dans les masters et autres, et pas que les masters dédiés, je dirais, aux questions de vulnérabilité ou de santé publique, parce qu'il y a vraiment des réflexions sur comment on accède à de la donnée probante, de la donnée scientifique, tout en étant dans ce cadre particulier d'une recherche éthique. Et je trouvais ça particulièrement intéressant. J'avais une question qui en fait va relier celle d'Emmanuel Leray. Alors j'ignore si vous arrivez à bien lire les questions d'Emmanuel, parce qu'à ce moment-là, je dirais, ça m'éviterait de relire l'ensemble de la question, parce que moi j'ai un point presque de concordance avec son questionnement. J'aurais aimé aussi, alors vous pouvez répondre aux questions d'Emmanuel, mais vous êtes entré beaucoup, je dirais, par des idéotypes, ça c'est intéressant, un peu aussi par le handicap finalement de ces personnes. Et comme moi je suis sociologue et donc au-delà du handicap, il semblerait que vous n'ayez pas non plus, en tout cas vous ne l'avez pas montré dans les idéotypes, mais peut-être que vous avez des données sur quand même ces personnes sont dans des réseaux de sociabilité. Elles ont aussi un contexte social particulier. On va sortir un gros mot de sciences sociales, peut-être des groupes sociaux, des classes sociales, avec des niveaux de diplôme, avec des niveaux aussi, des niveaux sociaux qui sont différenciés. Est-ce que ça, c'est entré dans vos idéotypes ou pas? Vous n'en avez pas trop parlé. Et en particulier pour les aidants. Enfin, je parlais des aidants parce que les aidants ou ceux qui sont autour, parce qu'ils en parlent beaucoup, de ceux qui sont autour, les pères, je pense que ça peut-être des différences fondamentales. Je vais dire peut-être caricatural, mais si vous avez un aidant qui a des compétences informatiques, ça ne sera pas la même chose que si vous avez peu de ressources sociales, on va dire, autour de vous. Donc, je voulais savoir simplement si ça a été dans votre recherche. Et je vois que Emmanuel a été sans doute sur une longueur d'onde presque analogue. Donc, essayez de répondre aux questions d'Emmanuel, que je peux relayer. Mais j'ai vu que Noémie semble lire aussi le message. Oui, on a accès aux questions. Donc, super. Ça m'évite de tout lire. Marie, je réponds et puis tu complètes.
D'abord pour répondre à la question d'Emmanuel, parce que je l'ai sous les yeux, et puis je pourrais pas répondre de façon très très précise, mais tu voulais savoir s'il existait des données nationales sur l'activité des MDPH. Donc pendant longtemps, c'était très compliqué d'avoir des données nationales sur l'activité des MDPH parce que toutes les MDPH n'avaient pas le même système d'information. Et donc, c'était très compliqué, quoi. C'était impossible de remonter ces données au niveau national. Je crois qu'aujourd'hui, ces données remontent enfin au niveau national. Et donc, je pense que la CNSA a des données. Par contre, je sais pas jusqu'à quelle finesse ça va. Sur les délais ou temps de traitement, il y a des données, ça c'est sûr. Par contre, sur le type de démarche, le profil des demandeurs, je suis pas sûre. Et sur le niveau de satisfaction ou évaluation des usagers au niveau national, je ne crois pas que ça existe. Et au niveau les données des MDPH, elles effectuent ce type des enquêtes de satisfaction. Après, ces données, elles sont pas toujours publiques. Et au niveau régional, je pense pas qu'on ait d'informations au niveau régional. Mais peut-être que Marie en saura plus sur ce point. Et sinon, au niveau notamment des ressources des aidants, on est allé un peu vite là sur cette question, mais en effet, quoi, le niveau social des aidants, qu'on en a tenu compte, et notamment dans l'accès accompagné, j'ai dit très rapidement que les aidants avaient des ressources, mais souvent donc c'est des aidants qui ont des compétences, qui savent se repérer dans les démarches administratives. Je pense à notamment une personne qui avait un père informaticien, un autre une mère comptable, et donc ces personnes s'appuyaient d'autant plus sur leurs parents quand les parents ou l'un frère aussi. Je me souviens d'une personne qui s'appuyait sur son frère parce que son frère était informaticien. Et donc oui, les personnes s'appuyaient d'autant plus sur leurs parents quand leurs parents avaient des compétences reconnues. Mais c'est important de préciser donc que on a enquêté dans 2 ESAT en milieu rural. Dans ces ESAT, alors on sait qu'il y a des études qui montrent que les personnes qui sont accompagnées par des ESAT, ce sont plus majoritairement des personnes issues de milieux populaires. Et donc voilà, il y a des personnes qui avaient un entourage équipé et avec des ressources, mais c'était pas le cas de toutes. Et donc beaucoup avaient quand même eu un parcours de vie compliqué, avec des parents parfois plus présents. On a aussi eu dans ces entretiens ces entretiens, ils ont été parfois difficiles. Des personnes nous ont fait part de maltraitance, quoi, de situations de maltraitance. Et donc quand on est globalement sur des populations qui ont des ressources limitées, on va dire. Mais Marie, je te laisse compléter et peut-être apporter de la nuance. Oui, merci. Peut-être sur la question d'Emmanuel Leray, alors de mémoire, je pense que donc la CNSA quand même a des données sur la MDPH, et il doit y avoir aussi dans les rapports du défenseur des droits des données sur je pense sur le délai, temps de traitement des démarches, hein, puisque c'est un observatoire aussi, enfin des indicateurs aussi des discriminations, hein, qui sont à l'égard des personnes qui devraient obtenir leurs droits. Par contre, oui, je pense pas que ce soit au niveau régional, mais plutôt, je dirais plutôt par MDPH. On pourra revenir vers toi pour t'aiguiller sur ces données. Peut-être pour compléter aussi sur la question donc sur les
les diplômes, enfin les caractéristiques un peu plus sociodémographiques des interviewés. Effectivement, on n'a pas détaillé là dans cette présentation, mais donc on n'a pas toutes les informations sur les niveaux de diplôme. On a par exemple 6 personnes qui nous ont expliqué qu'elles avaient tenté un CAP. Il y en a 2 qui l'ont obtenu. Et puis il y a une personne qui a un certificat de formation générale, et puis une autre qui a une reconnaissance des acquis de l'expérience. Mais donc, dans le cadre du dispositif tous différents, tous compétents. Mais donc, voilà, on n'a pas les informations pour tout le monde, mais c'est plutôt ce type de profil. Avec des parcours d'études avec des personnes qui sont passées par des instituts médico-éducatifs, IMPRO, instituts médico-professionnels, etc. Et puis, oui, globalement, l'âge moyen, c'est 37 ans. Et parmi les 24 personnes qu'on a interrogées, il y avait 19 hommes et 5 femmes. Et puis, on a essayé, comme Noémie l'a décrit, on a essayé de recueillir aussi des informations un peu pour comprendre les parcours de vie. Voilà, ça nécessiterait sans doute de compléter avec une enquête quantitative, peut-être pour avoir des données plus précises sur chaque indicateur. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a une nouvelle question, cette fois-ci d'Emmanuel Fillon. Alors, si vous pouvez la lire, il me semble, elle est un peu longue. Alors, en tout cas, ce que je retiens, enfin, surtout de la dernière partie, mais un questionnement autour de l'autonomie, c'est-à-dire comment les enquêtés aussi perçoivent leur autonomie. Il y a plusieurs questions, mais il me semble que c'est l'une des principales. Et moi, j'avais quasiment la même aussi, mais sous un autre angle. À la fois la perception de l'autonomie et aussi, là aussi, c'était souvent mentionné dans vos idéotypes, mais vous n'avez pas trop réussi, mais ça sera peut-être voilà, l'aboutissement de la recherche ou la deuxième volet de la recherche. Les critiques qui sont formulées à l'égard de l'informatique ou de non-accès à l'informatique ou du numérique, est-ce que vous arrivez à déjà avoir, sinon pas des idéotypes, mais aussi alors là je suis un petit peu boltanskienne, mais des justifications, enfin des modèles de critique qui va au-delà aussi de la question de l'informatique, c'est-à-dire le fait aussi que, pour le dire clairement, il n'y a plus de réponse téléphonique et donc un isolement encore croissant de ces personnes. Donc voilà, j'ajoute cette question si vous avez le temps, mais commencez par celle d'Emmanuel. Merci. Alors, Emmanuel, oui, ta question sur l'autonomie, est-ce qu'il n'y a pas dans les cas différentes approches de l'autonomie, faire seul, faire accompagné, faire le choix d'une autonomie de délégation versus subir la délégation? Effectivement, même si c'est ce que soulignait Noémie, enfin, le faire seul, en fait, il est assez rare. Ne serait-ce que pour la première fois, on a identifié cette étape de la première fois. Il y a à chaque fois un accompagnement pour découvrir en fait comment ça fonctionne. Je finis ta question, puis je reviens après là-dessus. Est-ce que vous avez discuté avec vos enquêtés de ce qu'est ou serait pour eux l'autonomie? Alors, non, pas pendant l'entretien. Effectivement, donc ça, c'est peut-être une dimension qu'on pourrait ajouter là dans la deuxième phase de l'enquête. Tout à fait. Et puis oui, sur l'autonomie, il y a la question du choix, et puis
Ce qui nous a frappé aussi, c'est d'entendre aussi des discours de personnes qui n'avaient pas confiance en elles. Et voilà, il y a des personnes qui, pendant des années, ont entendu tu n'es pas capable de, tu ne pourras jamais faire ceci, tu ne pourras jamais faire cela. Et donc, elles intériorisent fortement cette norme. D'où des verbatim où elles disent moi j'ai peur de demander, ça me stresse trop, j'ai peur des réactions, j'ai peur de. Donc il y a c'est pour ça aussi qu'on soulignait la question finalement de comment renforcer aussi les capacités des personnes, parce que il y a aussi cette étape-là de travailler un peu les fondations, en quelque sorte, pour que les personnes aient ensuite la capacité à faire davantage le choix de leur degré d'autonomie, hein, sous-entendu, évidemment, avec des environnements numériques, administratifs, techniques qui soient le plus accessible possible, hein. Il faut aussi les conditions de possibilité pour que ça soit ça. Mais il y a aussi vraiment cette dimension personnellement, s'envisager déjà soi-même comme étant capable d'être autonome à un moment donné. Ça, c'est une question assez complexe quand même de ce qu'on a vu. Je ne sais pas si Noémie, tu veux compléter. Peut-être juste sur ce qu'est pour eux l'autonomie, on n'a pas discuté directement avec les personnes enquêtées, donc les travailleurs des AT, mais on a commencé notamment en choisissant nos critères pour définir nos idéotypes. On a commencé à en parler entre nous et avec les participants à la recherche, donc des personnes handicapées ou des professionnels. Et je pense qu'en effet, dans le deuxième volet de la recherche, c'est quelque chose qu'on va être amené à creuser. Bien, écoutez, plein de perspectives. Comme il est 14h, malheureusement, on ne va pas pouvoir aller sur toutes ces pistes, mais j'espère qu'au moins nos questionnements vont vous donner l'inspiration pour la suite. En tout cas, un grand merci. Le 14 octobre, puisque le prochain rendez-vous, c'est le 14 octobre, on va aller sur un sujet aussi d'inégalité, en réalité, mais les inégalités hommes-femmes dans le parcours de soins vers la greffe rénale en France. C'est Latamé Adoli, qui est postdoctorant en épidémiologie et médecin, et rattaché à l'équipe RSMS, qui va donc nous offrir c'est un partage, je dirais un partage scientifique sur ces recherches en cours. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne semaine, puisqu'on est mardi et qu'il nous reste quand même encore toute une semaine devant nous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.